Donc, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette première session de l'accélérateur PME. Cette première session aura pour thème les bases de la RSE. Donc, je m'appelle Émile Zedine. Pour certains d'entre vous, on a déjà eu l'occasion d'échanger. Je suis en charge des PME et des organisations professionnelles et j'aurai aussi le plaisir de co-animer cette session, notamment dans la partie des ateliers en sous-groupe, avec Anne-Sophie Six en charge des relations membres. Bonjour Anne-Sophie. Excuse-moi. Sophie est là. Émile. Bonjour Émile, bonjour Renate, et puis bonjour à tous. Merci Anne-Sophie. Et également donc avec Renate, qui est en stage chez nous. Bonjour Renate. Bonjour à tous, bonjour Émile, bonjour à Sophie que je n'ai pas encore vu aujourd'hui et je vous souhaite une belle session. Merci beaucoup. Donc voilà, ce sera l'équipe pour les 6 sessions de l'accélérateur PME, également pour la session de clôture, mais on pourra en parler un peu plus tard. Quelques conseils avant de débuter justement cette session. D'abord sur la prise de parole. Donc n'hésitez pas vraiment, c'est une session qui se veut assez collaborative et interactive, à utiliser le chat pour poser vos questions, à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Voilà, c'est une session qui se veut collaborative, donc n'hésitez pas, ça a été conçu pour. Deuxièmement, soyez attentifs, c'est du bon sens, mais parce que les autres participants prennent la parole, pensez notamment à couper votre micro si ça n'est pas déjà fait pour laisser le participant s'exprimer pleinement. Pensez donc à couper aussi votre téléphone et à couper vos mails ou en tout cas vous en détacher pour suivre pleinement la session. Et pensez, si possible, à allumer votre caméra, c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde et ça crée également de l'interaction. Voilà. Quelques conseils de bon sens, vous verrez, je les réexpliquerai à chaque session, mais vous allez finir par les connaître par cœur. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première session de l'accélérateur PME. Donc, jeudi 17 octobre, on traitera des bases du développement durable et de la RSE. Donc, vous verrez qu'on abordera les deux concepts, les deux notions, et on poursuivra le parcours. Donc, plusieurs sessions, je pense que vous les avez déjà toutes et tous bien en tête, et dans vos agendas également. On aura une session méthodologique sur la conception d'une démarche RSE jeudi 31 octobre pour la prochaine session. Une session le 14 novembre sur la décarbonation de son entreprise. Une session le 28 décembre. Le 28 novembre, excusez-moi, il y a une petite coquille. 28 novembre sur le respect des droits de l'homme, une session le 12 décembre sur la lutte contre la corruption, et enfin une session sur la valorisation et le suivi de sa démarche RSE le 9 janvier, avec, comme je le disais, un événement de clôture également qui aura lieu en janvier ou tout début février, et on reviendra vers vous assez rapidement pour vous permettre de vous positionner sur des créneaux, sur des dates, et qu'il y ait un maximum de participants qui puissent justement se déplacer à Paris dans nos locaux, dans la Maison du Développement Durable. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour certains 2h30, pour d'autres seulement 1 heure. Donc je vous rappelle le format de chacune des sessions. On a une première heure de formation aux bases théoriques et pratiques de chacune des thématiques qu'on abordera, et ensuite 1h30 d'atelier en sous-groupe. Vous allez pouvoir justement mettre en pratique les notions abordées durant la partie formation par groupe d'entreprise, par secteur d'activité, et ensuite restituer en commun en plénière. C'est une sous-partie, une seconde partie qui est assez intéressante également pour déjà se projeter et projeter son entreprise sur les thématiques abordées. Donc aujourd'hui, lors de la formation, il y aura d'abord une petite activité de brise-glace. Vous verrez, ce sera à chaque fois un petit exercice que je vous proposerai en début de session ou une question que je vous poserai pour vous faire vous permettre également d'échanger et de discuter sur le sujet du jour. On verra ensuite la définition de la RSE du développement durable, pourquoi faire de la RSE, et également les cadres volontaires et obligatoires du sujet. C'est une session qui s'adresse à la fois à des débutants, donc on verra vraiment les notions de base, mais également à des entreprises un peu plus matures. On parlera notamment de CSRD. Je pense que ça parle à plusieurs participants, donc on verra par quelle modalité la CSRD va s'appliquer, également comment elle impactera vos entreprises, même si vous n'êtes pas soumis directement à ces obligations. Il y aura évidemment une phase de questions-réponses par la suite. On fera ensuite une pause de 5 minutes et on passera à la partie atelier. Et vous verrez d'abord un temps de réflexion individuelle, une activité en sous-groupe et une mise en commun en plénière par la suite. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans le chat? Élise nous dit bonjour. Bonjour Élise. Alors, sur les objectifs de la session, ils sont triples. Premièrement, vous faire mieux comprendre les notions de la RSE et du développement durable. Il y aura une partie définition durant cette session. Deuxièmement, vous faire découvrir ou mieux comprendre, mieux appréhender les opportunités de la RSE avec des chiffres justement sur ce sujet, des arguments. C'est aussi une partie qui vous sera assez utile si vous cherchez à convaincre vos salariés, votre direction sur le sujet de la RSE. N'hésitez pas à prendre note justement des arguments et des opportunités qui seront présentés. C'est toujours des arguments assez pertinents.
Et enfin, toujours dans la partie théorique de l'aspect formation, vous faire découvrir ou mieux comprendre, mieux appréhender les cadres obligatoires, dont la CSRD, il y aurait une partie dessus, comme je l'ai dit, et volontaire de la RSE, et bien vous faire comprendre justement les différences entre ce qu'il est du registre obligatoire et ce qu'il est du registre volontaire, et donc non contraignant. Donc, je vois une question de Laetitia. Aurons-nous la présentation après la séance? Évidemment, vous aurez la présentation après la séance accessible dans vos boîtes mail. Petit point méthodologique pratique également. En fait, tout au long des sessions de l'accélérateur PME, on aura assez fréquemment des exemples qui seront présentés. Ces exemples vont s'appuyer sur deux cas pratiques, deux entreprises fictives. Premièrement, Mécanique Précision, qui est une PME de 200 salariés qui est spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques pour plusieurs industries, notamment pour le secteur automobile. C'est une entreprise qui a été fondée il y a 30 ans et qui s'est traditionnellement concentrée plutôt sur la qualité de ses produits que sur leur impact environnementaux et sociaux. Néanmoins, de plus en plus de ces donneurs d'ordre l'incitent aujourd'hui à structurer une démarche RSE. Donc, le dirigeant de Mécanique Précision s'est inscrit à l'accélérateur PME pour découvrir les sujets du développement durable, mieux les comprendre, parce qu'il les connaît peu, et mettre rapidement en place un premier volet de bonnes pratiques. Donc, vous vous retrouvez peut-être dans ce cas pratique, et vous verrez qu'on illustrera certaines des notions abordées via Mécanique Précision. Deuxième illustration qui sera également utilisée assez fréquemment, c'est Cybersolutions. C'est une autre entreprise de 50 salariés qui est spécialisée dans la gestion des systèmes informatiques. Elle a été créée il y a 10 ans et elle s'est directement concentrée justement sur la réduction de ces impacts négatifs sociaux et environnementaux et sur la maximisation des impacts positifs. Donc, la dirigeante de Cybersolutions s'est inscrite à l'accélérateur PME car elle a déjà mis en place des bonnes pratiques et qu'aujourd'hui, elle souhaite structurer sa démarche avec un plan d'action, des indicateurs, des objectifs. C'est une entreprise qui est un peu plus mature que Mécanique Précision, mais qui s'est également inscrite à l'accélérateur pour trouver des réponses à ces problématiques. Donc voilà, deux cas pratiques que vous verrez, on utilisera assez fréquemment lors de l'illustration et de la mise en œuvre opérationnelle des concepts. Une première activité de la journée, justement, je vais vous demander d'utiliser un mot dans le chat pour nous décrire ce que représente pour vous la RSE. Donc, ça peut être un mot, une expression, pour justement nous expliquer ce que pour vous veut dire RSE. Pas forcément à l'acronyme, mais de façon un peu plus large. On a Mariette qui nous dit durable, engagement collectif pour Valérie, conduite du changement, engagement, progrès, responsabilité, progrès, durabilité, projet d'entreprise, engagement. Donc, il y a la notion d'engagement qui ressort très largement. Sobriété, responsabilité, le sens de l'histoire, c'est intéressant. Progrès et challenge, équilibre, avenir, enjeu, prospérité, opportunité, résilience, responsabilité, défi, travail d'équipe, durabilité. C'est super intéressant. Il y a plusieurs notions qui sont sorties pas mal de fois. La notion d'engagement. Il y a la notion également de travail d'équipe ou de gestion de projet collaboratif. C'est aussi assez intéressant. Et la notion d'opportunité et de défi. Donc, on voit que c'est bien une ligne de crête entre à la fois la RSE qui peut être vue comme des opportunités, mais qui présente évidemment également des défis, des challenges à surmonter. Valorisation et capitalisation, intéressant. Durabilité. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a quand même une certaine cohérence et convergence entre vos différentes propositions. Et on verra justement comment un peu mieux cadrer la définition de la RSE et à quel concept elle est associée. Donc, premièrement, ça c'est vraiment une partie assez basique, mais pour cadrer le sujet, définir les concepts et vous expliquer justement de quoi on parle. Donc, si on part à la base des bases, on pourrait dire, il y a une question qui peut être posée justement à des entreprises qui débutent sur ce sujet. Et en fait, on pourrait vous demander si vous avez déjà mis en place ce type d'action, tri des déchets, achats locaux, protection de la biodiversité, amélioration du bien-être au travail, économie d'eau, réduction de l'utilisation des plastiques. Il y a plein d'autres actions. Et en fait, il y a justement ce concept d'action volontaire. Ce sont des actions que vous avez peut-être déjà mis en place dans vos entreprises, qui ne sont pas obligées forcément par la loi, mais que vous mettez en place et qui vont concerner des thématiques environnementales et sociales. Et en fait, c'est vraiment ça la base de la RSE. Vous allez voir qu'il y a une définition qui va nous permettre de cadrer le sujet. Mais déjà, si vous avez mis en place ce type d'action, c'est que vous opérez dans le bon sens, que vous opérez en tout cas dans une perspective RSE. Et c'est super. Et on va voir justement tout au long de cet accélérateur comment passer de ces bonnes pratiques que vous avez d'ores et déjà mises en place à des plans d'action beaucoup plus structurés.
si on définit la RSE, il y a plein de définitions qui existent, il n'y a pas de consensus en la matière. Moi, j'ai sélectionné une définition de la Commission européenne qui date de 2011, qui fait justement assez consensus, en tout cas au sein de l'Union européenne. Donc, la Commission européenne nous a défini la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Voilà, c'est une phrase assez synthétique. L'idée générale, en fait, c'est de faire en sorte que l'entreprise améliore son impact sur l'environnement et sur ses parties prenantes. Les parties prenantes, je pense que vous connaissez la notion, mais c'est tous les individus dont les intérêts sont affectés par les décisions de l'entreprise ou qui ont un impact sur l'entreprise elle-même. Donc, on y retrouve par exemple les salariés, les fournisseurs, les investisseurs, les riverains, les collectivités locales. Et dans la notion de RSE, il y a vraiment cette partie de contribution, d'implication des parties prenantes qui est très intéressante et importante. Et vous verrez que c'est une notion qu'on va retrouver très souvent. Voilà, petite définition pour cadrer le sujet. La responsabilité, la RSE, c'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Définition assez synthétique, mais qui va nous permettre justement d'avancer. Les RSE dans les PME, c'est un sujet qui est particulièrement intéressant d'étudier parce que c'est justement il y a de réelles spécificités qu'on observe dans des entreprises de petite et moyenne taille. Déjà, un chiffre, 85% des TPE-PME ont déjà mis en place des actions RSE, déjà mis volontairement en place des actions en faveur de l'environnement, de la société, des salariés, des parties prenantes. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais ce qu'on constate en parallèle, c'est qu'il n'y a qu'une entreprise sur 5, 24% des TPE-PME, qui considèrent que leurs actions ont été déjà formalisées dans une stratégie RSE avec des objectifs, des plans d'action, des indicateurs. Donc, il y a une vraie dichotomie entre des PME qui s'engagent volontairement assez massivement en faveur de la RSE, mais qui ont des difficultés, et on verra pourquoi, à structurer une démarche consolidée et formalisée. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est qu'il n'y a que 38% des PME qui déclarent communiquer des informations RSE, notamment via leurs réseaux sociaux principalement. Ça veut dire que 2/3 des PME ne le font pas. Et ça, c'est aussi assez embêtant, d'une part, parce que ça ne permet pas aux PME de valoriser leurs engagements, mais également parce que ça va rendre assez délicat, compliqué, la mise en conformité de leurs partenaires commerciaux qui vont avoir à collecter de l'information RSE chez leurs fournisseurs, notamment PME. C'est souvent la peur du greenwashing, en effet. Ça, c'est une très bonne remarque, Valérie. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne se sont pas prêtes à communiquer parce qu'elles estiment qu'elles n'en font pas assez, que leurs programmes ne sont pas assez structurés. Et donc, on verra aussi dans la session 6 notamment quelques outils, quelques ressources pour vous aider à bien communiquer sans faire du greenwashing. Très bonne remarque. Donc voilà, on a parlé un peu de RSE, de la RSE dans les PME. On va faire un petit écart pour avoir une approche un peu plus historique justement des sujets qui nous concernent. On va parler notamment du développement durable. Vous verrez, le développement durable, c'est un concept qui est assez proche de la RSE, mais dont justement la source et les origines diffèrent quelque peu. En fait, en quelques mots, et là c'est vraiment une approche historique qui peut être intéressante notamment pour mieux comprendre les sujets, mais la RSE, ça a une histoire très ancienne. Ça découle, en tout cas, on peut en trouver les premières traces au balbutiement de la révolution industrielle, donc dans les années 1800-1820, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. En fait, on a les premières grandes industries qui vont se créer et on a quelques chefs d'entreprise qui vont se questionner sur les impacts négatifs de ces industries, notamment sur les ouvriers. À l'époque, on a des conditions de travail qui sont assez dégradantes. Donc, ces chefs d'entreprise ont commencé à mettre en place volontairement les premières actions en faveur de leurs salariés. Ça, on pourrait qualifier ça de tout début de la RSE. Et donc, voilà, on a des notions comme la philanthropie d'entreprise qui vont se développer vers les années 1800-1850, qui vont ensuite se transformer. Et on a une histoire de la RSE qui est assez longue. Et en parlant de cela, on a l'histoire du développement durable qui a une origine beaucoup plus récente. En fait, le développement durable, c'est début des années 1970. Et l'origine du développement durable, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous savez, justement, petite question que je vous pose, quelle institution a formalisé cette notion? N'hésitez pas à répondre dans le chat. ONU, le rapport Bagan, c'est deux bonnes réponses, en effet. On va justement avancer là-dessus. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est en effet une notion qui découle des Nations Unies. Et pour faire comprendre justement l'importance de cette notion, il faut d'abord expliquer qu'entre 1945 et 1970, les sujets environnementaux et sociaux
ne sont pas tellement dans le portefeuille des Nations Unies, dont la mission principale, je le rappelle, est vraiment le maintien de la paix. Et donc voilà, des années 1945 à 1970, le sujet du développement durable, de l'environnement, parce que le développement durable n'existait pas encore à l'époque, de l'environnement et des salariés n'est pas tellement traité au sein des Nations Unies, sauf dans certains bureaux spécialisés comme l'OIT. Et 1972, c'est bien vraiment marqué un renversement de la tendance parce qu'il y a une conférence à Stockholm qui est organisée et qui va vraiment acter la prise de conscience internationale du fait que l'environnement devient un sujet clé à traiter au niveau des pays et des États. Ça, c'est une prise de conscience qui découle de plusieurs facteurs. Et en fait, il y a notamment certaines crises environnementales qui ont lieu dans les années 50-60. Il y a par exemple, vous savez peut-être qu'à Londres, on a ce nuage de pollution, le smog, qui dans les années 60 va tuer plusieurs centaines de personnes. On a aussi d'autres catastrophes environnementales, notamment liées à la pollution dans plusieurs pays en voie de développement. Et voilà. 1972, ça vient vraiment acter le fait que l'environnement et la protection de l'environnement, c'est un sujet clé qui doit être adressé au plus haut niveau. En effet, 72, c'est aussi, je vois le commentaire, donc c'est très pertinent, le Club de Rome, la publication du rapport Les limites à la croissance. Et ça, c'est un rapport qui est très intéressant. Les années 70, c'est le début de la programmation informatique et vous avez des ingénieurs du MIT, une école d'ingénieurs justement aux États-Unis, qui vont établir un programme où ils vont mettre plusieurs facteurs dans ce programme, la hausse de la population, la hausse des rendements agricoles, l'utilisation de ressources, etc. Et justement faire travailler l'algorithme pour voir ce que ça donne. Et en fait, les résultats de cet algorithme sont que la population, les rendements, etc. vont augmenter de façon tendancielle jusqu'à un pic et vont ensuite s'effondrer. Et donc, ça vient acter justement le fait qu'il existe des limites physiques à la croissance. Vous voyez, on parle de limites planétaires aujourd'hui. En fait, ce sont des notions qui remontent aux années 70. 87, c'est un... Il y a une autre question? Oh, il y a pas mal de questions. Ah, la qualité du son est instable. Est-ce que vous m'entendez un peu mieux ici? Non, n'hésitez pas à me dire si mon micro est... Alors, est-ce que c'est mieux? Non. On vous entend de loin. Et là, si je rapproche encore mon micro, est-ce que vous m'entendez mieux sans masque, sans casque? Non. En casque, ça fait pareil, Émile. Ça fait un peu de sens. Je veux bien cette casque. Merci. On va essayer avec un autre casque. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui. Ah, super. Merci, Cécile. Alors, donc 87, c'est une date importante, c'est le rapport Brundtland que j'ai vu également dans le chat. Et en fait, ça vient justement définir la notion de développement durable. C'est une définition que vous connaissez, je pense. Le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leur. C'est une définition qui est assez connue. Année 2000, lancement du Pacte mondial des Nations Unies. L'idée, c'est vraiment d'impliquer les entreprises. On en parlera un peu plus largement dans les cadres volontaires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que des années 70 aux années 2000, le développement durable, c'est d'abord et avant tout un sujet d'acteurs publics, d'institutions et d'États et de gouvernements. Et les entreprises ne sont pas tellement impliquées sur ces sujets. La même année, on a le lancement des objectifs du millénaire. Ça, c'est assez peu connu. C'est ce qui précédait les ODD. C'est 8 objectifs qui, justement, ont, comme les ODD, pour vocation d'établir un plan d'action commun international pour réduire l'extrême pauvreté, améliorer l'éducation dans le monde, etc. 15 ans plus tard, donc ce plan, les OMD avaient une durée de vie, entre guillemets, de 15 ans. 15 ans plus tard, en 2015, un bilan a été effectué. On a constaté qu'il y a eu des progrès qui ont été effectués, mais évidemment beaucoup de défis qui persistent. Et un nouveau programme, pour une durée de vie de 15 ans également, les ODD ont été lancés. On en parlera aussi un peu après. Et la même année, date très importante, la COP21 qui vient fixer un objectif de réduction des gaz à effet de serre et de limitation du réchauffement climatique à l'horizon 2100. Et ça, on en parlera aussi largement dans la session sur le réchauffement climatique. Donc voilà, quelques dates importantes à avoir en tête pour mieux comprendre ce sujet. Avec, vous voyez, une accélération justement des engagements qui sont pris par les États, notamment en 2015, c'est une date très importante, mais une origine de la notion qui découle de conférences qui ont eu lieu dans les années 70.
Les objectifs de développement durable, c'est un sujet assez important aussi à traiter. Alors, je vois qu'il y a aussi l'île de 26 000. Évidemment, il y a plein d'autres cadres dont je n'ai pas parlé, qui sont des dates importantes également. Là, on était surtout sur un référentiel onusien, mais il y a plein d'autres acteurs qui se sont mobilisés, la GRI, l'ISO, etc., sur ces sujets. Les objectifs de développement durable, de leur côté, ont été adoptés en 2015, adoptés par l'ensemble des États des Nations Unies, ce qui est assez extraordinaire. En fait, c'est un plan d'action qui donne la marche à suivre pour aboutir à un avenir plus durable, meilleur pour tous. On a des objectifs qui sont économiques, sociaux, environnementaux. Je pense que vous en connaissez certains, il y en a 17 en tout. Vous voyez qu'on a un objectif de fin de la pauvreté, un objectif de fin de la faim dans le monde, de bien-être, d'éducation pour tous, des objectifs environnementaux sur la réduction des gaz à effet de serre, sur la protection de la vie aquatique, de la vie terrestre, etc. Et des objectifs économiques sur la réduction des inégalités, sur l'industrie, sur la croissance économique, etc. Donc voilà, c'est vraiment l'alliance des trois piliers environnemental, social et économique. Et c'est un schéma qu'on retrouve assez régulièrement dans les sujets à trait au développement durable. Alors, très bonne question, les ODD ont-ils une quelconque valeur juridique contraignante? Ils sont souvent avancés dans les rapports RSE des grandes entreprises. Alors, du point de vue des États, ça n'est pas contraignant. En fait, les États ont adopté les ODD. C'est surtout une valeur symbolique. Ils se sont engagés symboliquement à les mettre en œuvre. Par contre, parfois, dans certaines politiques publiques, on peut avoir des obligations à trait aux ODD. Donc voilà, il faut voir texte par texte s'il y a une valeur juridique ou non. Il y a une valeur normative et politique qui est extrêmement forte. Il y a beaucoup de gouvernements qui en font écho, beaucoup d'entreprises, vous le soulignez. Mais voilà, sur la contrainte et la sanction juridique, elle n'existe globalement pas. Après, par contre, sur le sujet des entreprises, on peut être accusé de greenwashing. Après, il y a d'autres sanctions qui peuvent advenir. Donc les ODD, chaque année, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rapport qui est effectué avec l'état d'avancement de chaque ODD dans le monde. C'est effectué par le SDSN. Et donc, vous voyez, là, on a une carte avec chacun des pays. Et pour vous expliquer, ça va être une petite vidéo que je vais vous projeter. Si le pays est en rouge pour l'ODD sur lequel le curseur est positionné, ça veut dire que l'ODD n'est vraiment pas atteint et qu'il y a de très gros challenges, de très gros défis qui existent. Orange, il y a des défis qui existent un peu moins gros. Jaune également. Et vert, ça veut dire que l'ODD est atteint. On considère, selon les indicateurs qui ont été fixés, que l'extrême pauvreté a été éradiquée, que la faim a été éradiquée, etc. Donc, je vais vous passer cette petite vidéo, ça dure quelques dizaines de secondes et on pourra ensuite la commenter. Voilà, donc vous voyez que le bilan est assez à nuancer pour le coup, avec beaucoup de pays qui sont encore en rouge, orange et jaune. Et justement, il y a du boulot, pas très vert la France en effet, je vous le confirme. Et justement, j'ai une question à vous poser, qui est celle-ci. Dans ce classement qui classe 166 pays en 2023, selon vous, à quel rang se positionne la France? Est-ce que la France est 6e, 14e ou 27e? Alors, sachant évidemment que le premier est le pays qui a atteint le plus d'ODD. Alors, on a pas mal de 27. 27, 27, 14. Ok, Julie nous dit 6, 14. 6e, ok, on a beaucoup de 27, quelques 14 et très peu de 6. Et en fait, on est 6e. Donc, c'est à la fois une nouvelle plutôt rassurante dans le sens où on est plutôt bien classé, mais à la fois évidemment à nuancer parce que vous allez voir que sur le niveau d'atteinte des ODD, comme vous l'avez vu sur la carte, au final, on en a atteint extrêmement peu en France. Est-ce que vous avez justement une idée des ODD qu'on aurait pu atteindre en France? Un sujet sur lequel vous trouvez qu'on est particulièrement en avance. Ça peut être l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, la croissance économique, la pauvreté, la protection de la biodiversité, de la vie aquatique, etc. Alors, on a pas mal sur la pauvreté, l'éducation, la santé, l'eau et la santé.
Alors, donc, je disais, c'est assez rassurant parce qu'on est sixième, mais c'est assez inquiétant parce qu'au final, on a atteint un seul ODD en 2023, évidemment. C'est l'ODD numéro 1 sur l'élimination de l'extrême pauvreté, donc qui est considéré atteint selon, encore une fois, les critères des Nations Unies et du SDSN. Voilà, tous les autres ODD sont encore à atteindre avec des gros défis, notamment sur l'ODD numéro 12, production et consommation responsable, et 13 sur l'action climatique, vous voyez, qui s'affiche en rouge. Donc c'est aussi intéressant, je trouve, d'avoir cette vision macro de l'état d'avancement des ODD en France. Donc voilà, on a vu une introduction au sujet sur la RSE, sur le développement durable, où en est la France sur ces sujets. On va maintenant redescendre au niveau micro de l'entreprise et se questionner sur justement pourquoi faire de la RSE, quels sont les arguments en faveur de ce concept. Premier argument qui est assez explicite, c'est contribuer justement à la résolution des grands défis mondiaux, ou du moins faire contribuer son entreprise à ses progrès. Les sujets sont très variés. Il y a des sujets qui ont été identifiés par le Pacte mondial comme pouvant être particulièrement impactés par l'action des entreprises. On voit ici quelques exemples: les droits humains, les droits du travail, l'environnement, l'anticorruption, l'égalité femmes-hommes, les sujets de gouvernance et plus globalement la contribution des entreprises aux ODD. Donc voilà, on verra majoritairement des bonnes pratiques et des concepts en lien avec ces sujets, parce qu'encore une fois, ce sont vraiment des sujets sur lesquels vos entreprises peuvent avoir un impact assez important. Deuxième volet d'argument en faveur de la RSE, c'est améliorer son image de marque et se différencier. Premièrement, c'est renforcer ses liens avec ses donneurs d'ordre. Ça, on en parlera assez largement, notamment dans le cadre de la CSRD. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'obligations qui demandent aux entreprises de mettre en place certaines pratiques ou de communiquer certaines informations. Et en fait, si vous êtes une entreprise une PME d'ailleurs, qui a mis en place des actions RSE, vous allez pouvoir justement vous différencier et accéder à certains marchés par rapport à d'autres entreprises qui n'ont pas forcément fait. Il y a l'introduction, de critères RSE dans les appels d'offres qui se fait de plus en plus et qui va se faire de plus en plus dans les années à venir. Deuxièmement, la RSE, ça permet également de réduire ses risques opérationnels, environnementaux, sociaux et réputationnels. Lorsqu'on se pose la question des impacts de son entreprise sur ces sujets-là, ça nous permet évidemment de mieux les identifier, de mieux les quantifier et de mieux les anticiper. Et troisièmement, ça peut permettre aussi de développer de nouveaux débouchés. La RSE, ça peut amener son entreprise justement à repenser son modèle d'affaires en lien avec ses impacts négatifs, à imaginer de nouveaux produits, de nouvelles lignes de produits, voire à repenser l'ensemble du modèle d'affaires de son entreprise. Donc, c'est aussi assez intéressant sur ce sujet. Donc, voilà, 3 arguments en faveur de la RSE qui permet donc dans ce cadre-là d'améliorer son image de marque et de se différencier. Petite question à vous poser. Est-ce que vous savez, sur un autre sujet, justement un autre volet d'arguments, quel pourcentage d'étudiants en école de commerce, de management, considèrent que l'impact social de l'entreprise sera un critère déterminant dans le choix de l'emploi de l'étudiant? Vous pensez que c'est 38, 55 ou 77? On est largement à 77, donc c'est super intéressant. Et en effet, c'est vraiment 77, très large majorité des étudiants, selon cette étude, qui considèrent que l'impact social et environnemental d'ailleurs de l'entreprise sera assez important dans le choix de son emploi. Ce qu'il est aussi à souligner, c'est que pour les salariés déjà en poste, ça peut également permettre d'améliorer l'engagement, de renforcer la motivation. On a 86% des salariés déjà en poste qui s'intéressent davantage au développement durable qu'il y a quelques années. Donc, ça peut être aussi un vrai argument en termes de rétention des salariés déjà en poste. C'est assez intéressant. Autre sujet sur quelques priorités de vos salariés en entreprise. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que beaucoup des sujets prioritaires pour les salariés en entreprise sont en fait des sujets RSE. On a la santé et la sécurité au travail, qui est un sujet purement RSE, l'égalité femmes-hommes en entreprise, l'éthique, l'environnement. Donc, vous voyez que ces sujets sont évalués comme prioritaires par un grand nombre de salariés. Et donc, les adresser en entreprise, ça peut encore une fois permettre d'augmenter la rétention, la motivation des effectifs en place. Tout à fait, il y a une très bonne remarque de Leslie. Donc, là, c'est des grands principes, en effet, et des sondages anonymisés et consolidés pour la plupart. Et c'est vrai qu'en pratique, on n'a parfois pas forcément un alignement de ce qu'on constate, de ce qu'on observe en entreprise vis-à-vis de ces interrogations, de ces sondages. On verra aussi comment renforcer l'engagement des salariés, notamment dans la session 6, sur la valorisation des démarches RSE. La RSE, ça c'est aussi un autre volet justement à garder en tête. Ça peut permettre de faire des économies dans certains cas. Notons bien que la RSE parfois implique des investissements notamment assez conséquents dans des entreprises industrielles. Si vous devez décarboner votre entreprise qui est
qui fait du ciment. Évidemment que ça va impliquer des investissements de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros. Mais dans certains cas, ça peut également permettre de faire des économies d'énergie, notamment, et particulièrement intéressant dans le cadre de la forte augmentation des prix de l'énergie. Si on identifie mieux, par exemple via son bilan carbone, les pertes énergétiques, ça peut permettre justement de mettre en place des actions en termes d'isolation des bâtiments ou autres qui peuvent permettre in fine de faire certaines économies. Économie en termes de matières premières, si on conçoit mieux ces produits et qu'on a une vraie démarche d'éco-conception, ça peut également nous permettre justement d'utiliser juste la bonne quantité de matière pour produire son bien. Et ça peut permettre de réduire le turnover, le désengagement, d'améliorer la motivation et la productivité. Avec une information intéressante dont j'ignorais l'existence, le remplacement d'un salarié, ça peut coûter jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros parce que vous allez perdre en capacité de production et vous allez parfois devoir mandater des cabinets de RH pour justement de chasse de tête pour trouver un nouveau salarié. Donc voilà, intéressant aussi à avoir en tête. Réduire le turnover, ça peut permettre de gagner de l'argent. Ça peut en effet, je lis les commentaires, permettre d'accéder à des financements complètement. Et ça, on en parlera aussi un peu après, mais en quelques mots, il y a de plus en plus de banques qui proposent des taux préférentiels aux entreprises si elles ont mis en place des démarches RSE, mis en place des plans de décarbonation, par exemple. Donc, c'est aussi un vrai argument en faveur de la RSE. Une fois qu'on a vu justement pourquoi faire de la RSE et quels sont les arguments en sa faveur, on va se poser la question de comment en faire et de quel dispositif peut encadrer justement les progrès des entreprises. Dans ce domaine, il y a vraiment, pour moi, deux pans. Il y a d'une part de ce qu'il est obligatoire de mettre en place, tout le pan réglementaire, législatif. Vous avez l'obligation justement de mettre en place ces pratiques et de modifier votre modèle d'affaires. Et d'autre part, tout ce qui est du registre de volontariat, avec justement des dispositifs qui peuvent vous être utiles, mais dont il n'est pas obligatoirement, donc vous n'êtes pas obligé en fait justement de vous y engager. D'abord, sur le cadre légal de la RSE, il y a vraiment une notion que j'aimerais que vous justement gardez, que vous ayez en tête justement à la sortie de cette session, c'est le fait que pendant des années, la RSE, ça a été plutôt volontaire. Il y avait assez peu d'obligations sur le sujet, mais de plus en plus, notamment depuis les années 2000-2010, il y a un volet réglementaire qui s'est fortement développé et renforcé avec de plus en plus des obligations en matière de pratique. Donc, vous allez être obligé de transformer vos pratiques et des obligations également en matière de divulgation d'informations RSE, de reporting. Vous allez devoir communiquer davantage de données environnementales et sociales. Petite frise chronologique pour justement expliciter ce propos. On a eu en 2010 la loi Grenelle 2 en France qui oblige les entreprises de plus de 500 salariés, j'ai simplifié les seuils évidemment pour la compréhension globale du document, de plus de 500 salariés à publier tous les 3 ans, désormais 4, un bilan de gaz à effet de serre. Voilà. Avant, c'était plutôt sur la base de volontariat. À partir de 2010, c'est vraiment une obligation légale. 2014, la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, qui demande aux entreprises de plus de 500 salariés, encore une fois, les seuils sont simplifiés, à publier chaque année une déclaration qui va justement indiquer certaines actions et certains indicateurs sur les volets sociaux et environnementaux. En France, ça a été transposé en 2016, si je me souviens bien, mais voilà, au niveau européen, c'était 2014. 2017, une loi extrêmement intéressante et importante, c'est la loi sur le devoir de vigilance qui oblige les très grandes entreprises françaises à mettre en place justement un plan de vigilance qui vise à identifier les risques environnementaux, sociaux et en matière de droits de l'homme chez ses fournisseurs et chez ses sous-traitants et dans son entreprise également, en France et à l'étranger, à mettre en place des actions pour limiter ces risques, à établir chaque année un plan de vigilance et à le publier et à le rendre accessible et à mettre également en place un dispositif d'alerte qui permet à n'importe quelle partie prenante d'alerter l'entreprise sur les risques associés à la vigilance de l'entreprise. Ça, c'est une loi qui a été mise en place à la suite du drame du Rana Plaza, vous vous en souvenez peut-être, en 2013. C'était une usine textile qui s'était effondrée au Bangladesh, à Dhaka, dans les décombres, on avait retrouvé beaucoup d'étiquettes de marques de textiles internationales. Ça a fait plus de 1100 morts, je crois, de mémoire. Et en fait, les marques internationales occidentales avaient nié ou minimisé leurs responsabilités, estimant que c'était de la responsabilité des sous-traitants bangladais. Voilà. C'était une loi qui est très intéressante, qui va être élargie au niveau européen. C'est la CS3D, si ça vous parle. Donc en France, il y a évidemment beaucoup d'autres lois. Il y a la loi Pacte en 2019, il y a la loi Climat et Résilience, etc. Il y a pas mal d'autres lois, en effet. Vraiment, le cadre réglementaire se renforce très, très fortement ces dernières années. Et enfin, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'on a un élargissement de ces obligations au niveau européen et donc au niveau français, parce que toute directive sera transposée en France, tout règlement sera
obligatoire pour les entreprises françaises qui s'opère depuis quelques années avec, juste ici, d'abord quelques éléments de contexte pour vous expliquer pourquoi l'Europe se saisit de ces sujets et qu'est-ce qui vous attend pour les prochaines années. Ça, c'est plutôt de la prospective, ça peut aussi être assez intéressant pour vous. Déjà, expliquer que la Commission européenne souhaite réellement améliorer la transparence des informations en matière de durabilité. Ça, c'est aussi un terme à connaître. En fait, la Commission européenne ne parle pas tellement de RSE, mais parle de durabilité. Dès que vous voyez en matière de durabilité, vous pouvez remplacer par en matière de RSE, c'est comparable. Donc, en matière de durabilité, la Commission européenne constate et souhaite améliorer donc, la transparence de ces informations parce qu'elle considère que cela peut influencer positivement le comportement des entreprises et mener à un système économique plus durable et plus globalement, la Commission européenne estime que c'est tout à fait nécessaire pour atteindre les objectifs notamment climatiques de l'UE, objectifs de neutralité carbone en 2050 et de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre sur une base de 1990 en 2030. Il y a des objectifs qui sont très ambitieux au niveau de l'Union européenne et pour ce faire, la Commission européenne insiste sur la contribution des entreprises. Ces informations RSE sont très importantes d'une part pour les acteurs des marchés financiers qui ont besoin de ces informations pour améliorer leur évaluation des risques et structurer des stratégies d'investissement responsable. Des informations RSE qui sont aussi très importantes pour rendre plus transparentes les pratiques des entreprises auprès de leurs parties prenantes, partenaires commerciaux, consommateurs, etc. Des informations qui sont aussi utiles pour les ONG, pour informer les citoyens. Et enfin, des informations qui sont utiles pour les entreprises elles-mêmes, car elles pourront tirer profit de ces informations pour mieux gérer leurs risques, leurs opportunités, accéder au financement, on en parlait, améliorer leur réputation, etc. Donc voilà. La Commission européenne souhaite vraiment améliorer cette transparence et rendre les informations plus comparables pour toutes ces raisons présentées. En pratique, comment ça s'opérationnalise, on pourrait dire, à travers plusieurs obligations et plusieurs textes de loi. Donc c'est une slide assez synthétique, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question sur l'une ou l'autre des obligations qui vont advenir. Je vais faire un focus sur la CSRD, mais on peut également parler de la taxonomie de la CFDR et de la CS3D sans souci. Donc, pour favoriser la publication d'informations RSE pertinentes et comparables, la Commission européenne a élaboré plusieurs textes. Premièrement, la taxonomie. La taxonomie, ça vise à répondre à la question « Qu'est-ce qu'une activité durable ?» Voilà, c'est vraiment pour apporter de la clarté aux entreprises et aux investisseurs. C'est assez complexe. En fait, on demande aux entreprises d'identifier dans leurs activités quelles sont les activités qui peuvent être considérées comme durables au sens de la taxonomie. Il y a une liste d'activités que la Commission européenne a émise et a élaborées qui peuvent être considérées comme durables. Ensuite, il y a des critères à cocher pour vraiment être vraiment alignés justement sur les exigences de la taxonomie. Il y a des indicateurs qui sont demandés ensuite qui doivent être publiés chaque année. Des indicateurs de pourcentage du chiffre d'affaires éligible et aligné à la taxonomie, de pourcentage de dépenses d'investissement et de pourcentage de charges opérationnelles éligibles et alignées à la taxonomie. Ça concerne plutôt les grandes entreprises, mais ça va en fait concerner à terme toutes les entreprises qui devront soumettre la CSRD, leur rapport de durabilité, donc un assez grand nombre d'entreprises in fine. La CSRD, deuxièmement, ça on en parle énormément, ça vise à améliorer la transparence des informations sociales et environnementales et de gouvernance des entreprises et à les rendre plus comparables. On va en parler assez largement juste après. Alors, pouvez-vous préciser les seuils pour chaque réglementation? Oui. Taxonomie et CSRD, c'est avec les mêmes seuils, j'en parle juste après. SFDR, c'est un peu plus spécifique parce qu'il y a plusieurs obligations. C'est pour simplifier 500 salariés, mais je vous invite à m'écrire si vous souhaitez un peu plus de précision. Et CS3D, les seuils ont été abaissés par rapport à la loi française et augmentés par rapport au projet de directive initiale. C'est pour simplifier 1000 salariés. Donc la SFDR, c'est un peu le pendant de la CSRD, mais ça concerne surtout les sociétés financières et ça vise à améliorer la transparence des informations sociales, environnementales et de gouvernance des sociétés financières, de leurs investissements et à les rendre plus comparables. Et enfin, la CS3D, c'est l'équivalent, on pourrait pour simplifier, de la loi sur le devoir de vigilance français, mais élargie au niveau européen. Et c'est faire en sorte que les entreprises identifient davantage et atténuent davantage les risques sociaux, environnementaux dans leur chaîne de valeur. Vous voyez, il y a vraiment ces 4 textes, je pense, à retenir si vous souhaitez avoir davantage de lisibilité sur les prochaines années et mieux comprendre comment et pourquoi vos partenaires commerciaux, vos donneurs d'ordre vont vous demander des informations RSE. C'est d'abord et avant tout pour répondre à ces obligations. On va tout de suite rentrer un peu plus dans le vif du sujet de la CSRD parce que je sais que c'est une demande de beaucoup d'entre vous d'avoir un peu de clarté et de clarification sur cette directive. Donc on y va tout de suite. Donc là, excusez-moi. La CSRD,
Son objectif, je l'ai dit, c'est améliorer la transparence des informations sociales, environnementales et de gouvernance. On pourrait rajouter des entreprises dans tous les États membres de l'Union européenne et de les rendre plus comparables, avec un volet également extra-européen. On verra que la CSRD concernera des entreprises non européennes. Donc, la proposition de directive qui a été adoptée depuis et transposée en droit français en décembre 2023, elle révise les obligations d'information en matière de durabilité qui avaient été énoncées dans la NFRD, dans la DPEF en français. Et donc, à terme, il y a environ 50 000 entreprises dans l'Union européenne et extra-européenne qui auront l'obligation de publier des informations en matière de durabilité, contre seulement 11 600 avec la NFRD, la DPEF en français. Voilà, donc il y a quasiment x5 d'entreprises, du nombre d'entreprises qui devront publier des informations. Ces informations seront de bien meilleure qualité et bien davantage comparables à ce qu'il était demandé dans le cadre de la DPEF. Voilà, c'est vraiment une transformation, excusez-moi, de la façon dont les entreprises communiquent leurs informations RSE. Et voilà, c'est assez intéressant de le garder en tête. La CSRD, elle prévoit la création de normes de reporting de durabilité standardisées. Ce sont des normes ESRS, donc c'est les fameuses European Sustainability Reporting Standards, qui permettent d'encadrer et d'harmoniser la publication des données de ces sociétés. Il y a 3 types de normes. Des normes universelles, qui sont applicables à l'ensemble des sociétés, quel que soit leur secteur d'activité. Donc, c'est les fameux 12 ESRS, dont on en parlera juste après. Il y a des normes sectorielles qui sont uniquement demandées à certains secteurs, certaines entreprises de certains secteurs d'activité qui sont en train d'être construites. Et on a des normes spécifiques pour les PME cotées et pour les PME non cotées d'ailleurs, on pourrait rajouter, qui sont aussi intéressantes. Il y aura une petite slide à ce sujet. Donc, si on simplifie les normes universelles, voici l'ensemble, la vue d'ensemble de ce qui a été élaboré. On a 12 normes, donc ESRS 1, 2, ESRS E1, E2, etc., qui vont vraiment avoir pour objectif d'encadrer la publication des données RSE, de la rendre plus comparable et harmonisée au niveau européen. On a des normes qui sont générales, la norme ESRS 1 et ESRS 2, qui vont être plutôt des lignes directrices pertinentes pour l'ensemble des entreprises. ESRS 1, ce sont les principes généraux. ESRS 2, c'est des informations qui sont demandées à toutes les entreprises, quelle que soit leur activité. Et on a ensuite des normes thématiques, environnementales, sociales et de gouvernance, sur lesquelles les entreprises n'auront pas forcément à répondre en entièreté. En fait, on va demander aux entreprises de réaliser la fameuse analyse de double matérialité. Et en fait, si l'entreprise estime qu'un sujet est matériel, elle devra justement communiquer des informations associées à ce sujet. Vous verrez que dans la session numéro 2, on traitera également ce concept un peu plus largement. En quelques mots, la double matérialité, ça concerne les ESRS 2 à 12, et ça implique que les entreprises doivent uniquement reporter sur les sujets et sous-sujets estimés et jugés comme matériels. Matériel, ça veut dire particulièrement important en bon français, du point de vue de l'impact ou du point de vue de la matérialité financière ou des deux. Vous avez ce petit schéma qui est bien fait, je trouve. Si un sujet coche la case matérialité d'impact, matérialité financière ou les deux, l'entreprise devra reporter, divulguer des informations associées. Notre façon de voir le concept, c'est sous la forme de cette matrice. On a d'un côté les sujets qu'on peut estimer comme matériels au niveau de l'impact. C'est grosso modo se poser la question, est-ce que mon activité, l'activité de mon entreprise a des impacts positifs ou négatifs sur ce sujet? On verra un exemple juste après. Et du point de vue de la matérialité financière, c'est se poser la question, est-ce que ce sujet peut créer de la valeur pour mon entreprise ou est-ce qu'il peut en détruire, c'est-à-dire pénaliser mon activité économique, mes actifs et ma croissance? Grosso modo, si un sujet se retrouve dans la partie bleu foncé, pour simplifier encore une fois, c'est un schéma, ça voudra dire que l'entreprise aura à publier des informations associées. Pour ce faire, c'est une démarche qui est assez longue, assez exigeante et qui demande des compétences assez pointues, mais ça se fait en 3 étapes. Premièrement, il faut définir ses impacts, risques et opportunités. Ensuite, il faut les quantifier, les évaluer et donc, in fine, évaluer si elles sont matérielles ou non. Et ensuite, consolider les résultats, ça peut prendre la forme d'un schéma, comme je viens de vous montrer. Donc ça, on en reparlera assez largement dans la session 2, notamment, voilà, pour déjà avoir un premier aperçu du sujet. Et enfin, le rapport de durabilité, donc c'est la communication finale de l'exercice, c'est à intégrer dans le rapport de gestion de l'entreprise, et ça peut prendre en tout cas cette forme. On aura tout d'abord un paragraphe introductif, ou une partie introductive sur les informations générales, puis on pourra structurer comme suit, avec une partie sur les impacts environnementaux, avec le plan de transition et les KPI de la taxonomie. Donc vous voyez qu'il y a une consolidation entre la taxonomie et la CSRD.
Ensuite, une partie sur les informations sociales et enfin une partie sur les informations de gouvernance, mais on pourra également en reparler. Là, c'est vraiment pour vous donner l'image globale. Et enfin, sur les seuils, c'était une question qui a été posée à l'instant. Les voici. C'est un calendrier qui a été élaboré donc, par la Commission européenne, qui sera peut-être susceptible de modifications, notamment pour les PME cotées et pour les grandes entreprises européennes. Mais pour l'heure, ce qui est sûr, c'est que les entreprises qui sont déjà tenues de fournir une déclaration de performance extra-financière, une DPEF, devront soumettre leur rapport de durabilité en 2025, ont dû commencer à travailler dessus cette année. En 2025, les entreprises qui remplissent au moins 2 des 3 critères suivants, plus de 250 salariés, plus de 50 millions de chiffre d'affaires et ou plus de 25 millions d'euros de total de bilan, devront commencer à travailler sur l'exercice et publier en 2026. En 2026, les PME cotées devraient, du conditionnel, commencer à travailler sur le rapport de durabilité et le publier en 2027. Et en 2028, certaines grandes entreprises non européennes, vous avez les seuils qui s'affichent à l'écran, devront commencer à travailler sur le rapport de durabilité et le publier en 2029. Donc voilà pour la frise chronologique. Encore une fois, ça peut être sujet à modification, notamment pour les PME cotées et pour les entreprises non européennes, mais ça vous donne une image assez globale du sujet. Alors, très bonne question, ces seuils sont-ils appréciés au niveau de l'entreprise ou du groupe? En fait, il y a l'EFRAG, donc le groupe d'experts sur la CSRD, qui a publié des lignes directrices. En fait, ce qu'il est recommandé de faire, c'est d'adopter une approche consolidée si vous contrôlez au moins 50% de votre filiale. Dans ce cas-là, et plus globalement, si on veut simplifier, de faire exactement comme vous faites pour votre rapport financier. Si vous considérez des chiffres consolidés dans le cadre de votre rapport financier, vous pouvez faire pareil dans le cadre de votre rapport de durabilité. Donc voilà, pour l'explication, encore une fois, la vue d'ensemble de la CSRD, ce qui veut dire que je pense pour une grande partie d'entre vous, ça sera un texte qui ne vous concernera pas directement en termes d'obligations, je parle, mais évidemment, vos partenaires commerciaux, vos investisseurs vous demanderont potentiellement des comptes, en tout cas des informations pour remplir justement leurs propres obligations et pour s'y conformer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des standards spécifiques qui ont été créés, qui sont en train d'être créés, excusez-moi, c'est des drafts pour les PME. On a des standards qui sont en train d'être créés pour les entreprises cotées, les PME cotées. Il y en a assez peu en France, mais il y aura des obligations en la matière. Il y a aussi des standards volontaires, c'est très intéressant, qui sont en train d'être élaborés pour les PME. Donc, c'est en fait des lignes directrices qui ne seront pas contraignantes. Vous n'aurez pas l'obligation de vous conformer aux standards PME de l'EFRAG, mais vous pourrez justement enfin, cela pourra vous être une base pour structurer votre reporting RSE si vous le souhaitez. Peut-être que certaines grandes entreprises vous demanderont justement de publier vos rapports RSE sur cette base. Ça, c'est assez intéressant à noter. Pour le moment, c'est un draft, donc ce n'est pas encore la version définitive qui a été sortie. Oui, tout à fait. En fait, dans le support d'activité que je vous enverrai, vous pourrez directement cliquer sur les drafts pour y accéder. Et enfin, dernière clé de lecture que je souhaitais vous apporter, c'est que là, on raisonne au niveau européen, mais évidemment, dans le monde, ce sont des sujets qui sont aussi traités et abordés. Aux États-Unis, il y a la SEC, la Security Exchange Commission, qui a travaillé sur la normalisation des informations en matière de climat, notamment pour donner de meilleures informations aux investisseurs. Et donc, les entreprises cotées américaines devront publier des informations liées au climat. Grosso modo, on leur demandera leur bilan carbone, scope 1 et 2, si ces informations sont matérielles d'un point de vue financier, si elles sont intéressantes, importantes pour les investisseurs. Je tiens à nuancer juste tout de suite ce propos. J'ai cru voir dans les médias que c'était une obligation qui était en stand-by, donc à voir si elle sera pérennisée ou non dans le temps. Je vois qu'il y a des questions. Nous avons déjà fondé notre rapport à la société. Très bien, Laetitia. Très bonne pratique. Super. Deuxième cadre international, c'est l'ISSB, c'est un pendant de l'IFRS. Donc l'IFRS, c'est une institution internationale en matière de normes comptables notamment. Donc l'ISSB travaille sur les normes applicables mondialement en matière de durabilité, sur les principaux thèmes ESG, donc environnement social et gouvernance, sur lesquels, et c'est très intéressant et important de le souligner, les investisseurs souhaitent obtenir davantage d'informations. En fait, la grille de lecture, l'axe de l'ISSB, c'est d'apporter des informations aux investisseurs dans le cadre d'une matérialité financière, de permettre aux investisseurs de mieux évaluer les risques ESG et de leur permettre de prendre des décisions plus éclairées dans le cadre de leurs investissements. L'ISSB ne parle pas de double matérialité. Ça veut dire qu'on ne va pas tellement demander aux entreprises de communiquer des informations sur les sujets qu'elles impactent négativement notamment. C'est vraiment un déterminant politique et une vision du monde qui est assez différente. Donc, on va en parler assez largement si vous le souhaitez.
Et enfin, au niveau international, il y a beaucoup d'autres normes qui sont en cours d'élaboration. Je tiens par exemple à souligner les travaux en Chine. Il y a une taxonomie qui a été créée. Il y a aussi les principales places financières chinoises qui vont imposer aux grandes entreprises cotées de divulguer des informations RSE. Ça, c'est extrêmement important. Et ça peut aussi permettre d'un peu enlever nos œillères qu'on a parfois en nous concentrant uniquement sur l'Union européenne et constater que d'autres pays comme la Chine, le Brésil, l'Indonésie, beaucoup de pays d'ailleurs, mettent en place des actions sur ce sujet et des obligations. Exactement, je vois qu'on parle du portail RSE et voilà, la transition est toute trouvée. Merci beaucoup, Riam. En effet, si vous êtes une entreprise française, vous souhaitez savoir à quelles obligations vous êtes contrainte et sujette, vous pouvez aller sur le portail RSE. C'est un site qui a été mis en place par Bercy et qui est très bien fait. Ça permet en quelques clics, via son numéro SIRET, de savoir à quelles obligations vous êtes sujet. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est assez intéressant et assez bien fait. Voilà, juste avant de prendre quelques questions, rappelez que là, on a vu le cadre obligatoire. Il y a également des cadres volontaires qui existent, qui peuvent vous permettre davantage de structurer votre démarche, de la communiquer, de la valoriser en externe. Il y a le pacte mondial, évidemment. Il y a les objectifs de développement durable. Il y a tout ce qui est normes ISO, la GRI également, CDP. Il y a des labels aussi qui peuvent vous aider sur ce sujet. Donc voilà, bien rappeler qu'on a d'une part, évidemment, ce qui est du registre de la loi, de l'obligation, du réglementaire. On a d'autre part tout ce qui peut vous accompagner et qui est du registre du volontariat et de l'engagement. Donc, quelques mots sur le pacte mondial, je pense que vous connaissez tous, mais ça a été lancé en 1999 par Kofi Annan. Ça vise à inciter les entreprises à respecter 10 principes relatifs aux droits de l'homme, aux droits du travail, à la protection de l'environnement et à la lutte contre la corruption. Et ça vise plus globalement à accompagner les entreprises à respecter et à contribuer aux objectifs des Nations Unies, dont depuis 2015, aux objectifs de développement durable. Le pacte mondial, voilà, c'est vraiment les deux référentiels qu'on utilise, 10 principes et 17 objectifs de développement durable. C'est un cadre d'engagement volontaire, on l'a vu, basé sur ces deux référentiels. Et ça permet d'accéder à un ensemble de ressources pour progresser sur ces sujets, d'accéder à des événements, des groupes de travail, une dynamique territoriale, des accélérateurs comme celui d'aujourd'hui, des e-learnings pour former vos salariés, des coalitions, etc., pour structurer et améliorer sa démarche RSE. Ça, je pense que vous êtes déjà assez au clair avec le pacte mondial. Donc, juste avant de prendre quelques questions, on arrive déjà à la fin de cette première heure. Prochaine session le jeudi 31 octobre, pour ceux qui ne restent pas pour l'atelier, évidemment, et on parlera de l'aspect méthodologique de la démarche RSE. Donc, je vais prendre quelques questions si vous en avez, et je serai ravi d'y répondre. Alors, la Chine a aussi adopté l'analyse de double matérialité et pas de matérialité simple, selon, comme l'ISSB extrêmement pertinent, Laetitia. En effet, la Chine a pris le parti d'adopter cette approche de double matérialité et pas uniquement de simple matérialité financière. Est-ce qu'on peut avoir une idée des tarifs de la labellisation RSE? Alors, je n'ai pas le détail en tête. Le mieux, c'est de contacter directement, d'aller sur le site internet des principaux labels. Je tiens néanmoins à souligner que d'un label à l'autre, c'est vrai que les exigences vont varier extrêmement, parfois de façon extrêmement forte. N'hésitez pas à bien vous assurer que le label est robuste. Il y a notamment des lignes directrices qui ont été émises par la plateforme RSE avec un rapport qui date de 2021, je crois, qui vous explique quels sont les critères sur lesquels s'assurer pour savoir si un label est robuste ou non. Il y a aussi une norme ISO qui a été publiée il y a quelques semaines, XR quelque chose, qui donne des recommandations pour savoir si un label est robuste ou non. Alors, EcoVadis aurait tout à fait, en effet, pu ajouter dans cette cartographie. EcoVadis, ça n'est pas du registre obligatoire, du registre de la loi, c'est en effet un cadre volontaire qui est parfois demandé par vos clients, en effet.